Bonsoir à toutes et à tous. Vous regardez ou vous écoutez Quelle comédie, l'émission hebdomadaire consacrée à l'actualité de la comédie française. Arthur Lenoir est avec moi ce soir, assisté d'Andrea Villechange. Il filme et répond à vos commentaires en direct, donc n'hésitez pas. Ce soir, nous recevons l'acteur, mais aussi l'auteur et le metteur en scène du Singulis, du Seul en scène, présenté au Studio Théâtre du 6 au 24 avril prochain, un Singulis qui s'intitule Molière Matériaux et qui s'inscrit dans la programmation originale de la Comédie Française pour cette saison anniversaire consacrée à Molière, son œuvre, son héritage, mais aussi sa figure. Bonsoir Pierre-Louis Calixte. Bonsoir. Merci de votre présence avec nous ce soir à la table du secrétariat général, c'est ainsi qu'on l'appelle, je crois, pour discuter de ce spectacle qui vous est personnel, puisqu'il y est question de Molière, mais aussi de la trace de Molière dans votre vie, de votre parcours de comédien. Comment est-ce que vous définiriez la forme de ce texte? Qu'est-ce que c'est ce texte dont vous êtes l'auteur? Ce texte, en fait, c'est une adresse. C'est une adresse à Molière. Dès les premières phrases, je m'adresse à Molière. C'est une tentative, je dirais, de portrait. En fait, je me suis rendu compte, en lisant, j'ai beaucoup lu autour de Molière, des biographes différents. Et puis, je me suis rendu compte que chacun, en fait, faisait un portrait de Molière qui lui ressemblait. Qui ressemblait à Molière, qui ressemblait à la fois à Molière ou à l'auteur. À Molière et à la fois à l'auteur. Qu'en fait, chaque biographe c'est encore plus stupéfiant, je trouve, quand on regarde les portraits de Molière peints. On se rend compte qu'aucun portrait de Molière peint ressemble à un autre portrait de Molière peint. Donc on se dit, c'est pas le même bonhomme. Et pourtant, pour chaque peintre, c'est exactement ce qu'il a vu de Molière au moment où il l'a peint. Donc, à travers toutes ces lectures, je me suis dit, moi, je peux faire un portrait de Molière de la manière dont je l'imagine quelque part, qui soit un peu à mi-chemin entre ce que je suis moi et l'image que je me fais de lui. Ce que je fais un peu lorsque je travaille un personnage, c'est prendre aussi Molière comme un personnage à la fois historique, mais aussi un personnage de fiction. C'est-à-dire où on projette énormément de choses. Et comment vous expliquez que Molière soit aussi polymorphe et que finalement sa figure appartient à celui qui essaye de le dessiner ou de le décrire ou de le raconter? En tout cas, votre expérience à vous? Ouais, je sais pas. Je sais que ce que je me suis rendu compte, mais peut-être parce que c'est ma pratique de comédien. Comme je suis pas peintre, je l'ai pris avec mon endroit de comédien. Je me suis rendu compte, en tout cas, qu'en essayant de me rapprocher de Molière, comme j'essaye parfois de me rapprocher d'un personnage, j'en venais à trouver des points de correspondance entre sa biographie et la mienne, et j'en venais aussi à lui faire des confidences, comme on peut le faire avec quelqu'un dont on deviendrait ami, ou quelqu'un de qui on essaye de se rapprocher. Et en fait, c'est le fait de m'adresser à quelqu'un qui ne répond pas, en fait, de solliciter une réponse de quelqu'un qui ne me répond pas, c'est vrai que ça convoque aussi toute la question des esprits, au-delà de Molière. Ça convoque la question de ceux qui ne sont plus là, parce qu'ils sont partis définitivement, mais aussi des figures qui nous nourrissent, parce que ceux qui sont plus là, parfois, exercent aussi une influence sur nous, parce que simplement ils sont dans nos pensées, parce qu'ils nous façonnent aussi un peu. Et au-delà des personnages réels, il y a aussi tous les personnages de fiction. C'est pour ça que j'ai aussi sur le plateau des costumes de personnages que j'ai joués et qui sont aussi des esprits qui, dans leurs fibres, tiennent quelque chose de Molière. Enfin, renferment à la fois quelque chose d'un personnage donc qu'il a écrit, mais aussi qui renferme aussi les corps des acteurs qu'il a contenus. Vous êtes arrivé à la Comédie Française en 2003? Non, en 2006. En 2006? Le 19 septembre 2006. Vous aviez quel rapport à Molière jusqu'à ce que vous travailliez sur ce Singulis? Est-ce que vous aviez un rapport aussi proche? C'était quoi votre rapport à Molière avant ce Molière Matériaux? C'était un rapport
je dirais de comédien. Je me sais que quand j'ai commencé à faire du théâtre, il était question la première année, on avait le droit aux 3 M. On avait le droit à Marivaux, à Musset et à Molière. Voilà. Et donc Molière, c'était pour moi vraiment un compagnon de cours. Je dirais que mon premier prof de théâtre, c'est Molière. C'est-à-dire que quand on travaille du Molière, on se rend compte à quel point la structure de la langue est si forte que si on ne la respecte pas, il vous broie. En fait, c'est une langue qui est extrêmement, oui, il faut l'écouter. Et ce qui est beau, c'est que c'est une langue d'acteur. Ce qui est beau dans le geste de Molière, c'est qu'il vient. Ça va, Arthur? Tout se passe bien? C'est qu'il vient. Un petit problème de mobilier. C'est qu'il vient à l'écriture comme une continuité de son geste d'acteur. On a vraiment l'impression, et c'est peut-être aussi ça. Et ça, vous le ressentez quand vous lisez Molière, quand vous le jouez, ou quand vous documentez sur sa biographie, hein, qui est très éparse, on le sait, qu'il était acteur. Ah oui, ça se sent dans le souffle même. Il y a une forme de compagnonnage un peu indicible. Hein. Ah oui, mais ça se sent dans son écriture, il y a un rythme. On disait que Molière, il avait un souffle court et qu'il avait, alors ça c'est toujours, moi je me méfie toujours de ce qu'on dit. Parce qu'il était asthmatique? Peut-être. Il avait le souffle court, en tout cas il avait une espèce de hoquet qui lui interdisait, certains disent, encore pour moi c'est, je ne sais pas d'où ça vient, mais certains disent, et sans doute c'est dans des écrits de l'époque, qu'il avait un souffle court qui faisait que ça lui interdisait la tragédie. Mais peut-être que de lui interdire la tragédie lui a permis d'amener à la comédie toute sa gravité. Il a été interdit de jouer de la tragédie parce que c'était pas dans les canons de l'époque d'avoir cette respiration-là. Mais il a amené une singularité à la comédie et une gravité à la comédie qu'il n'y avait sans doute pas avant lui. Alors, je veux rien dévoiler, mais votre pièce commence par « Je t'appellerai Jean-Baptiste ». Vous le tutoyez, vous l'appelez Jean-Baptiste, son petit nom. Vous êtes allé chercher des éléments communs, vous avez croisé des souvenirs, vous avez mélangé vos existences. C'était ça. Enfin, quelle était l'intention et quelle a été la méthode dans l'écriture de ce texte qui est très écrit, qui est magnifique. Merci. Et qui est, voilà, avec une émotion et une intensité intime progressive, parce qu'on part de Jean-Baptiste et voilà, on va vers vous. Comment vous avez pratiqué? Ce que j'ai fait, en fait, j'ai l'impression, encore une fois, de ma pratique d'acteur. Quand je me documente sur un rôle, je lis autour, j'essaye de me documenter un maximum pour arriver le jour du plateau avec le maximum de possible ouvert. Donc là, ce que j'ai fait, c'est quand Éric m'a téléphoné en juin de l'année dernière, donc. Éric Ruff, l'administrateur général, oui. Voilà. M'a proposé de faire ce singulisme. J'ai plongé dans la bibliothèque. J'ai plongé dans, heureusement, Internet me fournit une banque de données extraordinaire. Et ça, moi, je n'en reviens toujours pas d'avoir accès à tous ces documents sans bouger, en pouvant lire là j'aurais dû aller en bibliothèque, ça m'aurait pris beaucoup plus de temps. Donc j'ai lu, et je me suis rendu compte, ça m'a d'abord, je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire de toutes ces connaissances? Alors je notais, j'ai 8 heures de spectacle, en fait. J'ai 8 heures d'écrit, si je veux rassembler. Vous avez 8 heures de texte? Oui, j'ai 8 heures de texte. Et le spectacle fait 1h20. Mais je me suis dit, qu'est-ce que c'est l'os du spectacle? Qu'est-ce que tu dois absolument dire? Et c'est là que j'ai vraiment taillé pour arriver à ce qui me semble indispensable, en fait, de dire. Alors justement, de quoi ça parle? Est-ce que c'est le souvenir? Est-ce que c'est le théâtre? Est-ce que c'est la condition humaine, notamment à travers l'expérience de la maladie, la sienne, enfin et puis le malade imaginaire, la vôtre. Il y a aussi vous en parlerez peut-être, mais la figure de votre père qui apparaît parfois, du grand-père. C'est quoi justement la substantifique moelle de ce spectacle? Comment on arrive de 8 heures à 1h20? En effet. Où est-ce que vous avez gratté? J'ai enlevé le superflu. Il y a toujours du superflu, il y a des choses qu'on écrit et puis on se dit non, c'est pas indispensable. En effet, vous soulevez des choses très importantes qu'est-ce qui tisse nos vies, cette question de l'éphémère, je crois, en fait. S'il y avait un mot
pour parler à la fois de l'expérience théâtrale et de ce qui est la trame même de nos existences, c'est la question de l'éphémère. C'est ce qu'on partage au théâtre qui fait que chaque instant au théâtre est si précieux, parce qu'il ne reviendra jamais et que le lendemain ce sera jamais la même représentation, et que malgré tout c'est ce qui nous réunit au moment de la représentation. Je pense que c'est ça que fait le théâtre. Alors, il s'est trouvé aussi que au moment où Éric, et ça c'est comment parfois les événements se télescopent dans nos vies, c'est ce que j'essaye de transmettre aussi, il s'est trouvé que à ce moment-là j'étais chez mes parents et j'assistais en fait jour après jour au fait que mon père était atteint de la maladie d'Alzheimer et donc que sa mémoire était en train c'était très troublant d'assister à la disparition de mon père avant l'heure. En fait, j'avais l'impression que il se fantomisait, qu'il y avait quelque chose qui devenait diaphane dans sa présence, que l'homme que j'avais connu était en train de disparaître et je le voyais. Enfin, c'est une disparition à vue, c'est très étonnant. Et je me disais, en fait, c'est ça. Il disparaissait par la disparition de sa mémoire. Il disparaissait parce que les mots ne lui venaient plus simplement. Et pour ça, je rapproche ça à un moment du théâtre, du trou de texte au théâtre. J'en parle dans ces termes, c'est que quand on a un trou de texte au théâtre, c'est très embarrassant, mais c'est les mots qu'on a appris. Lorsque c'est ses propres mots qui ne viennent plus, on n'a plus du tout. C'est terrible. Enfin, ce que je voyais dans sa détresse à ce moment-là, et je ne pouvais pas l'aider. Les mots disparaissaient, ils se perdaient. Voilà, il était totalement désorienté. Et je me suis dit, en effet, que ce qui est le cœur même de ce spectacle, ce serait pour moi la mémoire. Me coltiner à cette mémoire, reconvoquer cette mémoire, et justement cette mémoire, l'écrire. C'est pour ça que j'ai eu envie de l'écrire, le texte. Ça a été comme une nécessité presque viscérale de l'écrire pour que justement ce texte-là ne subisse pas l'oubli, la disparition, l'évanouissement. Que vous étiez en train de constater chez votre père. Voilà. Vous dites que vous avez écrit près de 8 heures, et vous dites aussi que vous êtes acteur. Vous écrivez? C'est que acteur, c'est pas auteur. Non, bien sûr. Écrire 8 heures de spectacle, même si ensuite vous allez à l'os, ça requiert quand même un certain nombre de compétences. Oui. Donc ma question, c'est est-ce que vous écrivez ou est-ce que vous avez écrit pour Molière Matériaux? Est-ce que l'écriture fait partie de votre travail d'acteur? Oui, je crois que l'écriture fait partie de mon travail d'acteur depuis une dizaine d'années. Vous avez fait un autre Singulis, hein Oui, mais d'après un texte de Christine Montalbetti. Ouais. Ben je dirais que c'est quand même Christine Montalbetti qui m'a dit un jour, mais tout ce dont tu me parles, ce serait bien que tu l'écrives. Quand tu me parles de tes répètes, ce serait bien que tu l'écrives, que tu le notes. Et donc voilà, je me suis mis à écrire parce que c'est vrai que nos pratiques sont tellement justement éphémères. Justement, comment faire que tout ça retenir quelque chose. Je sais qu'il y a quelques années, j'avais peur de ça, de noter les choses. C'est peut-être aussi la question de l'âge. À un moment, on se dit bon, il y a peut-être une question de la transmission aussi, tout simplement, qui se joue là. Mais donc en fait, j'ai écrit sur les répètes, j'ai écrit sur la question de l'éphémère. C'est une question qui m'obsède. Et puis c'est vrai que comme j'ai été moi-même frappé par l'éphémère de plein fouet parce que j'ai failli mourir, j'ai été malade, très gravement malade. Cette question de l'éphémère est devenue très sensible chez moi parce que voilà, justement, à un moment je dis, on peut comprendre les choses intellectuellement, mais on le comprend réellement quand ça vous traverse. Quand on les éprouve physiquement. Quand on les éprouve physiquement. Donc cette question de l'éphémère, je pense que depuis ma maladie, c'est une question qui est au cœur même, mais qui est au cœur de votre pratique, qui est au cœur de ma pratique, vos interrogations, pas comme une chose morbide, hein, qui est une chose au contraire, comme Lagarce, je pense, fêter l'éphémère en ce sens que, en se sachant si proche de la fin, j'avais l'impression quand je vois Jean-Luc Lagarce, j'ai toujours cette image du saut de l'ange, de quelqu'un qui fait le dernier saut, mais le saut de l'ange, une ouverture totale au monde. C'est-à-dire que je pense que, au contraire, ça éclaire
Et c'est très très frappant quand on lisait, quand j'ai travaillé sur le personnage de Louis dans Juste la fin du monde. Alors voilà, ça c'est votre chaise Voilà. dans la pièce de Lagarce que Ouais. vous avez joué en 2007, 2006, 2008. Non, je crois que c'est ça. Il me semble que c'est 2007, ouais, ou 2008. Vous je sais pas, jouiez mais le c'est ça. personnage de Louis, Ouais. et c'est on va y venir parce que ce personnage est présent dans votre spectacle. C'est un grand moment de théâtre et c'est l'expérience de la langue de Lagarce qui est Absolument. une langue tout aussi exigeante que celle de Molière. Ah oui. Oui. Et puis, en effet, c'est aussi la question chez Lagarce d'être dans la question de nommer au plus près de ce qu'on ressent. Cette obsession d'arriver à dire exactement le cœur de notre pensée. Et oui, c'était une expérience extraordinaire. Mais sachant que Louis aussi, quand on joue Louis sur un texte de Jean-Luc Lagarce, l'écriture de Jean-Luc Lagarce, elle est quand même très proche aussi de son autobiographie. C'est-à-dire, c'est aussi un auteur, Louis, c'est aussi quelqu'un qui est parti de chez lui, qui revient, c'est pas facile de revenir dans la famille, le fils prodigue, enfin, toute cette fable très connue, mais qui retravaille, et avec le génie de et sa qui langue. est autobiographique, en tout cas qui a des Voilà, c'est-à-dire qu'il y a quand même des résonances extrêmement autobiographiques. Et c'est ça, ce que j'essaye de dire aussi dans le spectacle, c'est à quel point on peut dire que la vie nourrit le théâtre, mais à quel point parfois le théâtre nourrit la vie. C'est-à-dire nous imprime aussi, particulièrement les acteurs. Le personnage de Louis, entre autres, vous le faites rentrer dans cette pièce par le truchement d'une veste, qui est votre costume de scène. Vous sont présents sur cette scène, dans ce clair-obscur, un certain nombre de costumes que vous avez portés, qui sont les costumes de vos personnages. Il y a celui de Louis, effectivement, et puis il y a celui de votre premier rôle à la Comédie Française, le rôle qui vous a fait rentrer dans la troupe en 2004. En 2006. 2006. J'étais en train de me dire que je me plantais. Et ce rôle c'est un moment assez beau et en même temps, ça dit beaucoup de choses du théâtre et de la beauté et du côté extrêmement violent aussi, puisque ce rôle, c'est un rôle que vous prenez un peu en urgence parce que le comédien qui le jouait est mort. Et vous apprenez Daniel Znick, et vous apprenez sa mort de cette façon-là. Ah oui. C'est-à-dire que Muriel Mayette me téléphone pour me proposer d'entrer dans la troupe et elle me propose, mais vraiment quasiment dans le même mouvement dans la même phrase quasiment, elle me propose d'entrer parce que Daniel Znick est décédé. Et c'est le cas. Le spectacle étant tourné, il y a 10 jours pour reprendre le rôle et c'est dans cette urgence où je dis pardon, mais j'ai en fait beaucoup de mal à sauter de joie en apprenant que je dois cette joie à la disparition de quelqu'un. Je connaissais pas particulièrement Daniel Znick, mais je le connaissais comme acteur parce que quand on le voyait jouer, c'était juste un acteur très très impressionnant. Puis c'était un des acteurs fétiches de Novarina. Pour savoir jouer du Novarina, c'est compliqué de jouer du Novarina, quoi. Faut vraiment être un poète, hein. Plus qu'un acteur, faut vraiment être un poète. Donc vous arrivez ici dans ces conditions-là. Je signe mon contrat et 5 minutes après, je suis dans les étages et on me passe le costume de Daniel qui est à sa taille et on le fait à ma taille. On passe j'ai vraiment l'impression, et c'était une expérience extrêmement douloureuse que je tentais, justement à l'époque, que j'ai tenté d'écrire parce que je tentais quand même que ça reste. C'est-à-dire qu'on n'a pas le temps de vous faire votre costume. Vous prenez son costume. Ah non, on les réduit à vos proportions à vous. Il était bien plus massif que moi, Daniel. Et ça a été une expérience où ce que j'essaye de raconter dans le texte, où j'ai failli hurler, courir, m'évanouir, enfin tout ça en même temps. Où c'était une expérience très troublante, très très violente. Et en même temps, c'est celle de la troupe en même temps. C'est le principe. Voilà, c'est ça. Mais de cette troupe dans laquelle vous rentrez à ce moment-là. Tout ça se passait dans le passage d'un corps à l'autre, dans cette opération. Et c'était Renato Bianchi qui était à l'époque directeur des costumes et de l'habillement, qui a procédé avec des couturières à cette opération, à la fois très violente et
Et je me disais, mais oui, mais en fait, c'est ça, c'est ce passage-là, toujours de la mort à la vie. Ces relais qu'on se passe. Et en fait, le spectacle, je pense qu'il parle aussi de ça. De qu'est-ce qu'on fait des gens qu'on perd? Qu'est-ce qu'on fait pour continuer à se tenir debout et continuer à avancer? Et que ce soit des nourritures, au contraire, qui nous aident à vivre, plutôt que qui nous mettent dans le trou à notre tour. Hein? Et j'ai l'impression que, surtout quand on travaille votre expression à vous, c'est le théâtre. Hein? Ce qu'on comprend, c'est que votre truc à vous, c'est le théâtre. Bah oui. C'est une des solutions que vous avez trouvées. C'est l'endroit même des fantômes. C'est l'endroit même des fantômes. Les fantômes des personnages, et puis, on le voit ici aussi, le fantôme de ces acteurs avec lesquels vous avez partagé des rôles, des mots. Bien sûr. Vous avez éprouvé, pas ensemble, mais les mêmes mots. Bien et sûr. ça laisse des traces. Ah oui, c'est incroyable quand on rentre sur le plateau de Richelieu de se dire, si vous rentrez dans un rôle classique, à Richelieu, vous jouez la flèche. Ça m'arrive assez peu. Mais imaginez, alors, de toute façon, on imagine. Moi aussi, j'imagine. Quand on rentre sur le plateau à Richelieu et que vous jouez, comme moi, ça m'est arrivé de jouer, la flèche, le rôle de la flèche. On peut imaginer, avant soi, la ligne des acteurs qui ont joué ce même rôle. Et cette ligne, elle est énorme. Ils sont très nombreux. Donc, quand vous prenez la parole dans la flèche, vous êtes de toute façon héritier, dépositaire de toutes ces paroles. Et si on y pense, ça peut faire frémir, mais moi je trouve ça fabuleux. Comme on est aussi héritier de plein de corps de métiers qui ont fait que ça se soit rendu possible. Que votre entrée sur le plateau à ce moment-là, c'est l'addition de tous les travails en costume, de créateurs costumes, de couturiers, on voit les ateliers, c'est juste extraordinaire. Qui sont les là-haut, décorateurs, dans les qui étages. sont je suis allé parce que je suis allé les voir pour récupérer vos costumes. Les costumes, absolument. Et c'est quand même une addition de talent formidable. Et Renato, quand il m'a regardé dans ce costume, qui dirigeait le service costume, voilà, d'ailleurs. Quand il m'a regardé dans ce costume, il a bien senti. Il me l'a pas dit, mais il a bien senti. On se connaissait pas, que j'étais pas très bien, que j'allais sans doute m'évanouir. Et au moment de tendre les costumes, les collants sur mes jambes, puisque c'était des collants, Cléante portait des collants, il a dit non. C'était le rôle de Cléante, hein. Ouais, le rôle de Cléante dans Tartuffe. Il a dit non, sur lui, on va les laisser. Alors je crois que l'expérience, le mot exact, c'était, on va les laisser un peu dégouliner, un peu tomber comme ça, plisser en tout cas, parce que sur lui, ça fait plus rock. Et c'était une phrase à la fois totalement simple et en même temps une reconnaissance. De ce que vous étiez vous, oui. Et de ce que Daniel Znik n'était pas. Exactement. Une reconnaissance qui faisait que le costume de Daniel devenait le mien à ce moment-là. Et ça a été une phrase complètement déterminante pour moi. Une reconnaissance et en effet un relais possible. Un relais possible entre Daniel et moi pour que Cléante continue à faire entendre sa voix. Le Cléante de Molière. Donc, vous voyez la chaîne des relais. On n'arrête pas. Alors, le Louis de Juste la fin du monde, donc, ces chaises que voilà, sont toutes, voilà, sont des chaises du spectacle. Julie Sicard qui est là. Et moi, j'ai Elsa Le Poivre, comme Elsa tous les lundis. Et ce personnage, vous dites qu'il ne vous a jamais quitté, Louis. Est-ce qu'il y a des personnages que l'on garde plus que d'autres? Est-ce que... C'est impressionnant. C'est dingue, en fait. Je pense que c'est un peu comme les rencontres. Il y a des gens qu'on rencontre et qui vous marquent plus que d'autres. Et je pense que c'est la même chose pour les personnages de fiction. Il y a des personnages de fiction. Quand je dis que Molière a été mon premier prof de théâtre, oui, parce que je pense que les grands auteurs, ils vous apprennent à jouer. Et Louis m'a appris quelque chose du théâtre. Et Louis, c'est un personnage, pour les gens qui connaissent pas la pièce, Louis, c'est un personnage... La pièce, c'est Juste la fin du monde de Jean-Luc Lagarce, ouais. Il vient annoncer sa mort à sa famille et en fait, il ne parlera pas. Il ne parlera qu'aux spectateurs. Il ne parlera jamais parce que à chaque fois qu'il rencontre ses frères ou ses sœurs ou sa mère, c'est eux qui lui parlent. Donc en fait, il n'annoncera pas sa mort. Mais là, il écoute. C'est quelqu'un qui écoute. C'est un personnage en creux. Et par ce silence, il m'a appris quelque chose de mon métier de comédien. Il m'a vraiment enseigné à quel point, en fait, quand la présence
cesser de se passer de preuves. Quand la question, c'était juste d'être là et d'écouter, même d'offrir des dos très francs. D'offrir des dos, j'offrais des dos très très francs. Michel avait travaillé, Michel Raskin, que je salue, qui avait fait la mise en scène de ce spectacle. On dit offrir un dos quand on tourne le dos au public. Oui, moi je dis l'offrir parce que faut avoir confiance pour donner son dos comme ça. Faut avoir beaucoup confiance. Parce que on apprend à jouer quasiment à l'égyptienne parfois. On joue un peu comme ça. On quitte pas la face. Alors que offrir un dos, c'est très beau. Et puis je trouve, c'est aussi laisser au spectateur beaucoup plus de place. Et Louis me l'a appris. Cette présence en creux, il m'a appris quelque chose de mon métier, en fait. Mais ces mots m'ont appris cette question-là de savoir que la vie est d'autant plus étincelante, d'autant plus brillante qu'on risque de la perdre du jour au lendemain. Louis, il est travaillé par cette idée-là. Alors, cette conscience de sa mort prochaine, oui, je pense que ça donne à la vie quand même une chose, un appétit. Peut-être qu'on n'a pas si on se dit qu'on est immortel. J'ai été immortel très longtemps. Mais Louis m'a enseigné ça. Louis m'a enseigné ça. Et c'est vrai que ça m'a pas quitté. Dans l'expérience de la maladie que vous évoquez, vous êtes allé vous avez convoqué des personnages pour vous accompagner, vous aider. C'est un peu personnel comme question. Mais... Non. En tout cas, je sais pas si j'ai convoqué des personnages. Parce qu'en fait, honnêtement... c'était surtout c'était très chimique tout ça. Mon organisme luttait et j'ai eu des médecins assez géniaux qui ont fait que j'ai réussi à m'en sortir. Mais ce que je sais, c'est que Louis, sans doute, dans sa perception dans sa perception du monde, m'a aidé aussi à lutter contre. Parce que j'avais déjà traversé grâce à lui quelque part. Même d'un point de vue de fiction, évidemment. Vous l'aviez vu de loin, en tout cas. Oui, je l'avais quand même approché, cette question de la fin de vie. Cette question de dire au revoir. Louis, j'avais toujours l'impression que c'était un personnage qui, quand il croisait les gens, il disait au revoir. Et il le disait sans le dire. Il les écoutait, il leur disait au revoir. Et voilà. Et il y a des phrases comme ça de Louis que j'adore, quoi. Quels autres costumes et donc quels autres personnages avez-vous invités dans votre seule en scène? Louis, c'est un peu... Donc il y a Louis et sa petite veste. Il y a sa petite veste noire. Argan. Ouais. Non, Cléante. Il y a Cléante, évidemment, puisque c'est le rôle sur lequel je rentre, le costume de Daniel au départ. Ensuite, mais il y a aussi donc Daniel, enfin c'est ça, ils sont tous là. Il y a évidemment mon père, non, il n'y a pas le costume de mon père. Et il y a après, je crois qu'il y a un costume, j'ai trois costumes dans Don Juan. Donc j'ai Don Gusman, j'ai Monsieur Dimanche et j'ai le pauvre. J'adorais ça, ce rôle-là. C'est des rôles à la fois très courts et très beaux. Vous les avez réessayés, ces costumes? Non. Comme la mariée qui va avec sa robe pour voir si elle rentre dedans. Je les ai pas réessayés. J'ai aussi un costume d'Alain dans l'école des femmes. Voilà. Et je crois que, et évidemment le costume de la Flèche dans l'Avare qu'avait mis en scène Catherine Yegel. Voilà. Alors il y a également sur scène des objets encore plus personnels que ces costumes. Il y a des livres. On y viendra, mais il y a surtout la canne de votre grand-père paternel, et vous dites la vraie canne. Vous le précisez. Cette canne, c'est celle qu'il utilisait lui pour marcher, c'est celle que vous avez, je crois, utilisée la première fois que vous avez fait du théâtre, lorsque vous étiez enfant, et que vous êtes monté sur la scène de l'école. Sur l'estrade. Sur l'estrade, voilà, de la kermesse, et vous jouiez Harpagon. Oui. Donc Molière. Et c'était très étrange, ça. Pourquoi la canne du grand-père? Parce que c'était un... Honnêtement, je serais bien normal de vous le dire. Ce qui est sûr, c'est que cette canne, mon grand-père était mort peu avant. C'était en effet mon premier mort, mon vrai premier mort. La conscience. Vous aviez 10 ans? Ouais, j'avais une dizaine d'années et en effet, je me souviens du froid en l'embrassant, du froid sur mes lèvres en embrassant son front. Voilà. Mais
La mort, en fait, quand j'étais enfant, c'était une chose très, très... Voilà, c'est ce souvenir que j'ai. Après, je sais pas pourquoi. Je pense que peut-être mon père, qui venait de perdre son père, on partait au Cameroun avec mes parents. Il a emmené cette canne comme une espèce de bouée de sauvetage pour se rappeler. Donc, cette canne était à Yaoundé. Donc, vous montez sur scène, sur l'estrade à Yaoundé. Oui, à Yaoundé. Et vous jouez Molière à Yaoundé. Oui, je joue à Molière au lycée Fustel de Coulanges à Yaoundé. Et en cours de français, comme beaucoup de gens, je pense, ont entendu parler de Molière en cours de français à l'école. Et donc, je sais pas, je sais que la prof me dit « donner le ton », c'était une expression, faudra donner le ton. C'était plus que réciter, il fallait le donner le ton. Et je sais pas pourquoi je me suis mis à jouer? À jouer, en fait. À jouer, peut-être parce que, intuitivement, je sentais que la réalité, surtout ma réalité d'élève, j'étais pas un élève très heureux, ne me convenant pas. La fiction, sans doute, mais d'une manière totalement inconsciente. Ouais, ça m'a donné envie de sauter dedans. Et ça a été, et ce qui était beau, c'est que je pense que j'étais à la fois un enfant de 10 ans, évidemment, très content de jouer, dans le joyeux chaos que ça peut faire dans une classe de jouer, de crier dans la classe sans être puni, grâce à Molière, grâce à l'autorisation de Molière. Donc j'étais à la fois avec mon grand-père, avec Molière et avec mes copains de classe, et je regardais eux, si eux me regardaient, moi je voyais le spectacle de eux me regardant, et je voyais ce que ça faisait pour eux, cette chose-là, que la fiction seule permettait. C'est-à-dire de vous voir vous transformer en personnage? Mais pas tant, je pense, par la performance dramatique, mais juste par le culot que c'était de le faire, d'oser le faire. D'avoir des cheveux blancs, je m'étais maquillée, j'avais la canne, je jouais le vieux. Donc, le vieux Harpagon. Le vieux Harpagon. Donc, c'est pas la performance, mais je pense juste d'oser le faire, c'était ça qui les a étonnés. Et moi, j'ai vu ça dans leurs yeux, cette sidération. Et je me suis dit, oh, mais c'est intéressant, ça, quand même. Et pouvoir être à la fois avec mon grand-père, avec Molière, tout ça, tous ces relais-là, oui, ça m'a, mais je pouvais pas en mettre des mots dessus. Mais je pense que ça a été déterminant dans la suite de mon existence. Cette canne, donc, à quoi elle vous sert, cette canne, dans votre seul en scène? Pourquoi elle est là? À me rappeler. À me rappeler de ces disparus qui ne sont pas tant que ça. Puisque, encore une fois, la question des esprits, c'est ça, dans les personnages que Molière, que cette figure de Molière, que mon grand-père, que mon père, que Louis, que tous les personnages, je pourrais citer La Flèche, voilà, Alain, tous ces personnages-là sont présents. Je dirais que Lagarce, la figure de Lagarce est là aussi, puisque j'ai Bernard Bloch qui jouait le rôle d'Argan, puisque Jean-Luc Lagarce a mis en scène Le Malade imaginaire. C'est une des dernières pièces qu'il met en scène, étonnamment, comme ce sera la dernière pièce de Molière. C'est une dernière pièce qui met en scène, et Lagarce assiste à chaque représentation. Il est là. Donc, il est malade. Il est malade et il est présent à chaque représentation dans les coulisses, à Jardin. Et voilà. Et Bernard me raconte que lui, quand il sort de scène, il a son bâton d'argan, c'est son seul accessoire. Et quand il sort de scène, il lui donne ce bâton. Et Lagarce le garde pendant tout le moment où lui souffle un peu, parce que c'est un rôle très éprouvant. Il faut avoir la santé pour jouer le malade imaginaire. et il le garde. Et pourquoi? Parce qu'on est sur scène tout le temps? Parce qu'on est sur scène tout le temps. Ouais, parce que c'est un rôle extrêmement prenant. Oui, il a une sortie et je pense qu'il respire. Il faudrait demander à Guillaume, mais je pense qu'il respire 5 minutes. Et Guillaume Gallienne qui joue le malade imaginaire. Voilà. Ouais. Ah oui. Il respire, Il respire 5 minutes et il repart. Et si Molière était malade au moment de l'écriture de ce texte, enfin, c'est ça, le paradoxe, c'est ça. Qu'est-ce que joue Molière à ce moment-là, quoi? Qu'est-ce que joue Molière en écrivant le malade imaginaire alors qu'il est tout sauf imaginairement malade? Qu'est-ce qui se joue? Qu'est-ce qui se joue avec la fiction? Est-ce que mettre la maladie sur le plateau, ça permet de plus la voir en dehors? Qu'est-ce qui se joue? Je ne sais pas, hein, c'est des questions qui se posent. Que vous posez dans ce spectacle, d'ailleurs. Que je pose dans ce spectacle. C'est quoi ces interactions entre la fiction et la réalité? Et est-ce que cette réplique de Molière, n'y a-t-il point quelque danger à contrefaire le mort?
Dans le Malade imaginaire. Que dit Argan dans le Malade imaginaire, mais que joue Molière. Cette réplique qu'il dira 4 fois en représentation, puisqu'à la 4e représentation, il tousse si bien qu'il finit par en mourir, quelques heures plus tard chez lui. C'est quoi cette réplique? N'y a-t-il point quelque danger à contrefaire le mort? Et moi, je l'ai toujours entendu comme une réplique adressée aux acteurs, pas comme une boutade, même si c'est en général une réplique qui fait beaucoup rire. Mais si on l'entend comme une question posée à tous ceux dont l'art est de contrefaire, et Molière le dit bien, contrefaire n'est pas mentir, alors est-ce sans danger de contrefaire? Est-ce vraiment sans risque? Mais c'est des questions. Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai pas de réponse. Non, j'ai pas de réponse. Et ce qui est intéressant, c'est de poser des questions, parce que évidemment, quand je vous dis le paradoxe, c'est que on peut très bien dire ah oui, alors j'ai joué Louis, et puis 3 ans après, j'ai eu une leucémie. Louis vient pour annoncer sa mort, il se sait condamné, et quand même 3 ans après j'ai ça. Oui, mais en fait pas vraiment non plus. Et Louis m'aide autant après à affronter la maladie qu'il ne vous a jeté un sort. Voilà, c'est ça. Non, mais ce qui est important, c'est de faire trembler ces questions. J'ai pas de réponse. J'espère que chaque spectateur ou chaque spectatrice, en entendant ces questions, trouvera ses propres réponses. C'est ça qui est intéressant. Enfin, c'est pour ça que je le fais. Alors, c'est dans le rapport au public que ça m'intéresse. Plus léger, mais tout aussi curieux, il y a cette coïncidence. Vous allez chercher un petit canapé. Vous racontez cette histoire. Vous allez chercher un petit canapé pour meubler votre loge, ici. Et vous vous retrouvez à Auteuil, à l'adresse indiquée, devant un immeuble. Je vais lire, hein. Vous savez tout. Oui. J'ai vu le spectacle, là. Sur lequel, voilà, figure une inscription qui dit « Ici même s'est levée à une maison de campagne habitée par Molière vers 1667 ». Et vous allez chercher votre canapé dans cet endroit-là, et vous vous imaginez, en tout cas c'est ce que voilà vous racontez dans ce spectacle, cette vie à la campagne, donc à Auteuil qui était alors la campagne. Oui. Molière hors du théâtre, Molière qui va dans son refuge se reposer. Ça vous. C'est vrai que c'est riche en images. C'est toujours des ami-chemins entre moi et lui, quoi. C'est aussi ce besoin, je pense, quand on est toujours sollicité. Vous dites, il se retrouve avec ses amis, par exemple. Oui, c'est l'endroit des amis. Je pense que c'est. Je parlais d'offrir un dos. Faut avoir confiance pour offrir un dos à la salle. Je pense que aussi le temps des amis, c'est un temps où on n'est pas obligé de combler les silences, où un silence peut se prolonger. Et je rapproche ça du temps de la pêche avec mon grand-père, de ces choses comme ça, de ces choses en fait complices, où il y a une certaine tranquillité, où on est à la fois totalement soi-même et totalement ensemble. Voilà. Et je pense que c'est des choses, des rêveries aussi que j'ai quand on est très sollicité, quand on est toujours en représentation. On a besoin de se retrouver dans un autre. On a envie de se retrouver entre nous, entre les très proches, et dans une grotte quasiment. Parfois, on a extrêmement besoin de solitude parce que justement, on est sollicité par le public. Je pense que c'est des équilibres. Donc voilà, c'est des rêveries que j'ai eues parce que je me suis dit, j'ai regardé les plans. Quand vous dites on, vous parlez de la vie d'un comédien. Oui, je pense qui est la vôtre et qui était la sienne. C'est pour ça que je dis le portrait que je fais, le portrait que je fais, il est toujours à mi-chemin. Je ne détiens aucune vérité. Ce que je peux te dire, c'est une vérité imaginaire, souvent. Alors, je me suis documenté. Je raconte pas totalement n'importe quoi non plus. Mais c'est une vérité imaginaire. Là, c'est vraiment un rêve. C'est vrai que c'était un tel hasard. Incroyable. C'était tellement joli. Vous y pensez quand vous êtes sur votre canapé? Bien sûr. C'est parce que je me le raconte tous les soirs quand je m'allonge entre les répétitions de la journée et la représentation du soir. Je me dis, oh là là, quand même, c'était dans le même espace. Évidemment que c'est pas le canapé de Molière. Ça m'amuse de dire que c'est le canapé de Molière parce que tout le monde parle du fauteuil de Molière. Ce que vous racontez à vos petits camarades. Tout le monde parle du fauteuil de Molière, mais moi je dis, mais moi j'ai son canapé. Donc ça, c'est plutôt une boutade, mais non, mais de se dire que c'est dans le même espace et que c'était ce temps de la campagne où en effet 1667, ça fait 3 ans qu'il se bat pour faire jouer son Tartuffe. C'est pas les années les plus simples pour Molière. C'est compliqué. Il a joué la première version qu'on lui a
interdite. Absolument. Et il se bat pour faire jouer. Premier placé, deuxième placé, troisième placé, pour que ce Tartuffe se joue enfin. Et il se défend contre, évidemment, tous les ennemis qu'il a. Ils sont nombreux, depuis les précieuses ridicules, qui lui tombent dessus. Donc, et puis, le parti des veaux, principalement, évidemment, qui a toutes les raisons de se méfier de cette pièce-là. Parce que, voilà, c'est une pièce qui défend, bien sûr, l'hypocrisie, mais qui est fondamentalement politique. Donc je pense, oui, je l'imagine quand même très fatigué et je me dis dans ces cas-là, la campagne et les copains, c'est pas mal. Donc voilà, c'est une rêverie que j'ai quand je suis sur mon canapé, dont je fais pas. Il faut une photo de ce canapé. Aux spectateurs. Alors il y a des livres aussi, je le disais, il y a vos livres d'enfance, il y a aussi les textes que vous avez joués. Et c'est l'occasion pour vous on en a déjà un peu parlé, mais de questionner la persistance des mots dans le corps de l'acteur, et puis la transmission. Ces textes, et je crois qu'il y a le Malade imaginaire, mise en scène de Jean-Luc Lagarce, il y a le livret. Ce sont pour vous comme des biens communs que vous partagez avec ceux qui, comme vous, ont dû les apprendre, vont les jouer, vont les éprouver. Oui, c'est cette lignée, quoi. C'est cette lignée d'héritage. L'héritage d'un acteur selon les mots. Oui, oui. Et puis, vous savez, il y a une chose extraordinaire quand on est acteur, c'est que il y a des fois les grands textes, et j'en ai parlé à plusieurs de mes copains acteurs. D'ailleurs, Elsa parle de ça très bien. Elle dit en fait, les grands textes, il n'y a rien d'autre à faire que de les dire. Parce que le fait de dire ces mots-là, ils sont tellement bien écrits, et ils sont tellement bien agencés ensemble, qu'en fait, ça suffit à vous agiter, ça suffit à vous faire jouer. La puissance des il ne faut pas y mettre une intention particulière. Non, c'est que l'intention vient de fait de dire. Si vous dites de certains mots, ça vous transforme. Souvent, on a tendance à dire, pour dire ces mots, alors il faut que je sois dans cette humeur. Mais on peut faire l'inverse. On peut se laisser uniquement travailler par la langue. On se rend compte que dans ce cas-là, c'est la langue qui vous traverse. Et ça crée des humeurs, ça crée des pulsions, ça crée des réactions. Et ça vous fait littéralement jouer, comme une marionnette. C'est-à-dire, les grands auteurs vous font jouer, je pense, comme une marionnette. Et on est la marionnette du rôle. Entre autres textes, on a cité Molière, Lagarce. Vous avez des textes comme ça que vous avez éprouvés de façon évidente? Oui, je pense que j'ai été très frappé aussi par Marivaux, par Le jeu de l'amour et du hasard, Harlequin. C'est un rôle que j'ai joué aussi à la Comédie Française et qui m'a profondément marqué. Parce que je pense que j'y jouais quelque chose d'intime. Enfin, c'est toujours pareil. Il y a des personnages dont on mesure la distance. On peut jouer des personnages dont on est très éloigné. Et c'est même passionnant de jouer des personnages où on n'a vraiment rien à faire avec eux. Enfin, rien ne nous ressemble. Et en même temps, de mesurer cette distance-là, c'est toujours passionnant. Et puis, il y a des personnages qui vous parlent à l'oreille, qui vous disent des choses, tu dis, oh, j'aurais tellement aimé le dire. Les grands auteurs, il y a des fois, ils vous disent des choses de vous-même. C'est ça qui est extraordinaire. C'est le propre des grands auteurs. Oui, c'est ça, c'est qu'ils vous disent des choses intimes, ils révèlent des choses intimes de vous-même que vous ne saviez pas, que vous n'auriez pas trouvé les mots pour le dire. Et voilà. Et après, voilà, suivant votre vie, suivant votre expérience, il y a des personnages qui vont parler plus que d'autres. Je pense que Louis m'a parlé, mais ça a été une révélation. Mais j'aurais pas les mots pour le dire à l'époque. J'avais pas les mots pour le dire à l'époque. Je peux le dire qu'a posteriori en disant, ah, mais quand même, cette question du silence, cette question de regarder les choses de plus en plus en tant que spectateur, de moins en moins en voulant proposer des choses, d'être en retrait quand même. Ça, c'est Louis qui me l'a appris. Alors, pour un comédien, un seul en scène, c'est une expérience quand même à part. C'est presque contre nature pour un comédien de troupe, pour le comédien de troupe que vous êtes. Ça. Je suis d'accord. Comment quand je suis venue vous voir en répétition, vous avez dit, on était 2 au début, et vous avez dit, c'est bien d'avoir, parce que je suis seule tout le temps. C'est pas le mais en même temps, propre de votre métier, de votre travail. Bien sûr. Mais on se prépare toujours à accueillir les gens, en fait.
la question qu'on soit seul. Vous n'êtes pas seul, vous êtes avec le public? Ouais. Je pense que vraiment, je me prépare à faire que ce moment soit un moment partagé. Le paradoxe de ça, c'est que je prends peut-être la parole, mais en fait, j'aimerais ne pas la prendre. J'aimerais qu'à travers la parole que je prends, chacun trouve la sienne. C'est ça, en fait, que j'aimerais que l'endroit du plateau ne soit pas un endroit de prise de pouvoir, mais au contraire, d'abandon. D'abandon pour que les gens puissent se saisir de la parole, eux. C'est ce dont je rêve. Je sais pas si j'en serais capable. Quand je pense que je peux raconter cette histoire parce que c'est donc pendant ce filage, vous avez été interrompu par deux jeunes personnes, dont une certaine Jeanne, qui est votre fille et qui était un petit peu en retard. Et donc vous vous êtes interrompu et ça a été l'occasion. Vous avez dit à un moment donné, bon ben moi je veux pouvoir pendant le spectacle accueillir ça, par exemple. Je veux pouvoir accueillir la vie. Voilà, Jeanne qui rentre un peu en retard, sa camarade qui a pas de masque, et puis vous finissez par dire je veux pouvoir accueillir une sonnerie de téléphone qui a l'air d'être le pire cauchemar de l'acteur. Mais bien sûr. C'est ça dont vous parlez, c'est-à-dire ces allers-retours entre vous, le plateau, et le public. Le public, c'est le matériau finalement ultime pour un comédien. De toute façon, je pense qu'on se prépare... qu'on soit 15 ou seul, on se prépare pour la rencontre avec le public, pour être neuf. Et ce qui est très étonnant parfois, c'est que les choses qu'on n'arrive pas à saisir parce qu'on est le nez collé à la fenêtre sur le texte et qu'on est dans nos difficultés de création et qu'on n'arrive pas à comprendre ce qu'on est en train de faire toujours, le public, par son écoute, par sa réception, vous donne le sens de ce que vous avez fait. Et le sens apparaît réellement au moment de la première. Mais c'est vrai, hein. Ça veut pas dire qu'on comprend rien à ce qu'on fait, pas du tout. Mais ça veut dire que tout d'un coup, la nécessité, ce pourquoi on a travaillé, c'est là. C'est les gens. Et ce que ça changeait quand vous étiez là, c'est qu'en fait, je m'adressais. Et même si j'allais pas vous chercher, parce que je sais que c'est gênant parfois d'aller chercher, surtout quand on est deux dans la salle, d'aller chercher les gens toujours avec le regard. Mais tout d'un coup, ma parole était adressée parce que vous étiez là. C'est-à-dire que la seule raison d'être pour moi sur un plateau, c'est parce qu'il y a des gens. Avant, c'est pas du théâtre, c'est des répétitions. Ma seule raison d'être sur un plateau de théâtre, c'est la rencontre. Et la rencontre, elle se passe. Elle se fait quand même avec vos camarades. Et bien puis, sûr, et puis le metteur en scène. Mais quand on se fait la rencontre avec les camarades, ce n'est que quand je parle à mon camarade. On est d'accord que je parle pas à mon camarade, je vous parle à vous. Hein? Je ne cesse pas de parler aux spectateurs, même si je m'adresse à vous. Et là, c'est ce qu'on fait. On se parle. On parle aux gens. Mais en fait, on s'adresse à vous. En fait, on s'adresse à vous. Voilà. Tu vois? Ouais. Donc, on est dans ce rapport-là, d'être au plus proche. En fait, c'est d'être au plus proche de sa propre vérité pour que les gens aussi soient au plus proches de leur vérité. C'est arriver à être à cet endroit-là pour dire, voilà, c'est en fait, on est tous réunis par ça, par le fait qu'on ne sait pas quand ça va se terminer, mais que ce moment-là, on le partage ensemble. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Mais alors, le singulis, en l'espèce, c'est un exercice vraiment particulier, parce que là, c'est vous qui portez cette responsabilité, et vous seul. Oui, mais je vous dirais que c'est aussi un luxe extraordinaire, je trouve, pour un acteur qui, quand même, toute sa vie, ne s'exprime qu'à travers les mots des autres et des grands auteurs. Tant mieux, on a beaucoup de chance, parce que c'est très formateur. Comme je le disais, c'est très formateur, c'est des grands... Je sais pas, c'est des grands penseurs, voilà, c'est des gens qui vous aident à grandir. Et mais c'est aussi formidable de se dire à un moment, mais en fait, c'est quoi quand tu parles avec tes propres mots? C'est quoi cette chose-là? Et c'est aussi, je pense, la figure. Quand je parle à Molière comme un aïeul bienveillant, si je le tutoie, c'est pas pour être un peu trop familier avec lui, c'est juste pour oser lui parler, l'évoquer. Et je pense que pour moi aussi, la figure de Molière a joué, c'est-à-dire que c'est sans avoir aucune prétention, parce que je pense que je suis pas un auteur, je suis vraiment un acteur. Lui est devenu un auteur, mais dans ce mouvement-là d'être un acteur qui à un moment se coltine à la patte du langage et dit
Ben oui, c'est l'endroit. Mais lui, c'est un acteur au début. Il est devenu auteur par nécessité. Il devait produire ses pièces. C'est ça, cette nécessité. C'est le mot juste. C'est la question de la nécessité. Et c'est exactement à cet endroit-là que j'ai voulu me placer, à la question de la nécessité. Pour ça, quand le texte faisait 8 heures, je me suis dit, mais qu'est-ce qui est nécessaire dedans? Qu'est-ce qui est indispensable? Qu'est-ce que tu vas à tout prix dire? C'est cette question de la nécessité. Cette question de la nécessité aussi, c'était la mémoire de mon père aussi. Cette question de la nécessité d'écrire. Ça s'est fait par une suite de nécessités. Et je pense que j'ai pas peur de jouer seul, ou j'ai pas peur de dire mes propres mots, et j'ai pas peur non plus de pas avoir personne pour me diriger, parce que je pense que c'est un luxe extraordinaire aussi de se dire, je sens quand c'est juste et je sens quand je suis à côté. Des fois, je m'engueule, on répète, je dis arrête de jouer, parle. Et j'aimerais ça, juste arriver à cet endroit de vérité. Alors il y a du théâtre, évidemment, faut pas s'en priver. Mais je pense qu'une de mes répliques préférées, je veux toujours l'imputer à Heiner Müller, et je veux toujours l'imputer à Heiner Müller et à une pièce qui s'appelle Hamlet Machine, c'est je ne suis pas Hamlet, je ne joue plus. C'est cette chose-là, moi, qui me, parce que je pense que c'est là où on commence à se parler. Si on sort de l'emphase, en tout cas, que peut avoir parfois le théâtre. On lutte contre, tout le temps. Mais si on sort de l'emphase que peut avoir le théâtre, alors on se met à vraiment pouvoir peut-être se rencontrer, se parler. Moi, c'est la rencontre que je cherche. C'est cette rencontre-là, c'est ce pour quoi que je travaille. Et c'est pour ça que quand vous étiez là, ça changeait tout pour moi. Et que même d'accueillir Jeanne qui arrivait, c'était que de la vie, en fait. C'était que de la vie qui entrait. Si le théâtre est capable d'accueillir la vie, alors il s'en enrichit. S'il n'est pas capable, alors ça le fragilise. Donc, oui, dans l'absolu. La sonnerie de téléphone, je serais capable peut-être de l'accueillir. Je recommande à tout le monde d'éteindre son portable. Parce que c'est le cauchemar des acteurs. Mais voilà. Non, mais pour moi, c'est un extrême. Accueillir une sonnerie de portable, c'est un truc, parce que ça gêne tout le monde, c'est ça le problème. C'est que ça gêne tout le monde. Ça gêne la représentation en train de se passer, et ça décale tout le monde. Ça gêne aussi les spectateurs qui sont en train de rentrer aussi dans une introspection, ce que j'essaye, en tout cas, au cœur d'eux-mêmes, et tout d'un coup, c'est comme une sonnerie de réveil, ça peut être un peu traumatisant. Donc je recommande à personne de laisser son portable pour voir comment je vais me débrouiller de ça, parce que ce serait pas très intéressant. Mais en revanche, je pense que comme stade ultime, oui. S'il y a quelqu'un qui va mal dans la salle, c'est plus important que n'importe quelle fiction. C'est dire la question de l'éphémère, la question de tout ça, c'est ça, savoir capter tout ce qui fait qu'on est vivant ensemble dans cette salle en ce moment. Et dans ce cas-là, rien n'est regrettable. Tout est de la vie. Et tant mieux. C'est des cadeaux, en fait. C'est la question du présent au théâtre, c'est que c'est vraiment un cadeau. Le présent, c'est le même mot. Donc, qu'est-ce qu'on fait de ce présent ensemble? Merci beaucoup, Pierre-Louis Calixte. Je rappelle que votre Singulisme, Molière Matériaux, sera présenté, donné du 6 au 24 avril au Studio Théâtre. Vous serez également prochainement sur scène dans Le Crépuscule des Singes. Alison Cosson et Louise Vigneault, Théâtre du Vieux Colombier. Merci, je vous encourage tous vivement à aller voir ce Molière Matériaux, c'est magnifique. Merci à vous, Arthur Lenoir, merci à vous, Andrea Vilchange, merci à tous vos messages, merci de votre fidélité à toute épreuve, excellente soirée et excellente semaine avec la Comédie Française.